Salut tout le monde, ici Luc Fleury. Donc dans la partie numéro 7, on va remonter ce côté-là du moteur au complet ensemble. Donc le côté de la clutch, puis tout ce qui est du système pour shifter. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble? J'ai déjà pris un petit peu d'avance. Comme je dis, je vais pas passer une éternité là-dessus. De toute façon, c'est juste de remettre les morceaux que j'ai défaits à la même place. Donc je les ai nettoyés, j'ai remis de l'assembly lube. Il y a des bearings que j'ai changés comme ceux-là. Tout ce qu'il y avait à changer, c'est changé. Puis pour le reste, ben j'ai remis ça à la même place. J'ai mis du Loctite, je sais qu'il y en avait besoin. J'ai tout resserré ça aux spécifications d'origine, donc les torque specifications ont été respectées. Ce qui est pratique à ce moment-là aussi, c'est que vous pouvez vous mettre un shifter au bas du shift shaft, puis de vérifier si toutes les vitesses de la transmission fonctionnent comme il faut. Si les 5 vitesses shift, ben vous savez que vous avez fait une belle job. Puis pas besoin de rouvrir les cases pour aller voir s'il y a quelque chose qui cloche. Je prends une petite minute pour vous montrer la qualité de l'aluminium que les Japonais se servent pour faire les crankcases en aluminium. C'est quand même assez impressionnant. Donc, normalement, eux autres, ils servent soit un des deux alliages de fonderie. C'est souvent du A360 ou du A380. Donc, j'ai été voir sur l'Aluminium Association pour voir la quantité d'éléments d'alliage qu'il y a là-dedans. J'ai pas fait d'analyse spectrométrique pour savoir si c'est un ou l'autre. Mais la quantité d'éléments d'alliage, c'est quand même assez impressionnant. Puis les propriétés mécaniques qui en ressortent de ça, c'est très impressionnant aussi. J'ai fait une petite comparaison avec le 6061 T6 qu'on entend parler à peu près partout, qui est pas mal un des grades les plus communs. La limite ultime du 6061 T6 est 310 MPa. On vient quand même chercher que le A360 du 317 MPa, puis avec le A380 324 MPa. C'est plus au niveau de la limite élastique que ça change, mais il reste que c'est quand même très impressionnant la qualité de ces cases-là. Puis souvent, ben, il y a un traitement thermique qui est T3 sur ces alliages de fonderie. Donc, c'est une mise en solution avec un vieillissement naturel. Ça donne de très bonnes propriétés mécaniques. Donc, les cases, c'est de la très haute qualité. J'ai réécouté mon dernier vidéo. J'ai complètement oublié de vous spécifier qu'est-ce que j'ai écrit en courriel à Eric Gore avant d'envoyer mon cylindre au porting. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le carburant que je vais virer, moi, la moto, je vais la faire virer au 100 LL. Je reste pas loin d'un aéroport, puis le 100 LL est vraiment disponible dans ma région, donc c'est le carburant à lequel ça va virer. L'élévation dans laquelle je me retrouve, c'est 400 pieds au-dessus de la mer. L'initial timing, je vais le mettre au niveau stock pour le départ, donc c'est mon système PVL analogue 1097. Puis le carburateur, ben, je vais changer le vieux PJ qu'il y a d'origine, puis je vais mettre un PWK, un 39 mm. Donc, c'est vraiment les spécifications qui manquaient de vous parler avant d'envoyer mon cylindre à Eric Gore. J'ai quand même plusieurs personnes dans mon entourage qui me demandaient pourquoi c'est pas moi qui fais mon propre porting puis je le fais faire en sous-traitance. Ben, je vais répondre à cette question-là une fois pour toutes. En fait, un porting, c'est pas quelque chose qui est fait à la botche, c'est quelque chose qui a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de calculs mathématiques, puis il y a plusieurs heures d'essai sur le dyno. Fait que c'est pour ça qu'on choisit particulièrement un fabricant qui est spécialisé dans la machine, dans le moteur à laquelle on va monter. Ici, j'ai mon Two-Stroke Tuner Handbook que j'aime bien, qui est un livre qui est assez complet. Puis, on peut voir qu'il n'y a rien qui est fait à la bouche lorsqu'on parle de porting. Il y a beaucoup de calculs mathématiques là-dedans. C'est pas une histoire de brosse faire ça avec un Dremel puis d'ouvrir 1 mm l'exhaust puis de dire ça tire plus, là. C'est vraiment plus scientifique que ça. Fait que c'est la raison pourquoi c'est pas moi qui le fais. Je veux dire, Eric Gore sait exactement vers quoi il s'en va parce qu'il en a fait plus qu'un. Donc, c'est la raison. Avant de remonter le côté droit du moteur, je veux vous parler un petit peu du basket de clutch qu'il y a d'origine. Celui-là que j'avais en main est en très bon état, soit dit en passant. Il n'y a pas trop de groove entre les doigts ici. Fait qu'il était vraiment récupérable. Cependant, c'est un morceau qui est coulé. Fait qu'il va peut-être bien manquer de propriété mécanique parce que je devrais sortir quand même des bons chiffres avec ce moteur-là. Fait que pour pas que ça soit la fuse de mon moteur, je vais changer ce basket-là qui est existant par un basket Insun de très haute performance. Le inner hub, je vais le changer par un Pro X. La pressure plate était vraiment en bon état, donc je vais garder une OEM. Puis la cloche, ben, j'ai choisi une Barnett. Donc pour garder le set de straight cut gear qui est en arrière ici, mais seulement changer le basket, c'est des rivets qui sont installés d'origine. Fait qu'il faut que je prenne un grinder puis que je vienne tout grinder ces rivets-là pour pouvoir les sortir. Donc je vais garder le set de straight cut qui est en excellent état, ça a l'air flambant neuf. Je vais pouvoir regarder d'ailleurs si les petits coussinets derrière sont à changer. Puis par la suite, ce morceau-là, je vais le mettre de côté, puis je vais pouvoir mettre mon nouveau basket Insun. Quand vous faites du grinder, je vous recommande fortement de mettre des gants, des lunettes, puis toutes les protections nécessaires pour pas se blesser. Vous pouvez mettre une visière aussi. Hein, la première étape, ça donne ça. Donc, j'ai porté une attention particulière pour pas pogner la gear, justement, avec mon disque de grinder, pour pas faire d'amorce de fissure ou de micro-fissure.
La backing plate qui est ici, c'est pas grave, Inson en fournit une nouvelle. De toute façon, c'est la procédure pour démanteler ça. Prochaine étape, un punch, marteau, je suis bon pour sortir les rivets. Tiens, c'est bien nœud. Fait que ça, c'est ce que j'avais besoin de garder. Sur le reste, ben je m'en débarrasse. Tiens, donc ça c'est une commande que je viens de recevoir. On va déballer ça ensemble. Je vais vous montrer c'est quoi. Donc j'avais parlé du basket, le Inson, que je vais changer justement pour pas que l'eau soit la fuse de mon moteur. Donc c'est un basket là, de très haute qualité. C'est fait à partir d'aluminium de corroyage, donc billet en anglais. C'était usiné à partir d'un bloc, donc ça a des propriétés mécaniques là, vraiment supérieures à un morceau qui est coulé comme il y avait d'origine. Donc ça, c'est le clutch basket qu'on va avoir à installer. Ensuite de ça, comme inner hub, j'ai pris un Pro X parce qu'il y avait Inson n'en font pas pour les CR500, donc je vais en avoir un de qualité. On va le déballer ensemble. Tiens, un beau inner hub flambant neuf de marque Pro X qui va venir s'insérer au cœur ici. Ensuite de ça, j'ai reçu mon piston Wisecoat Performance en aluminium forgé. Celui-là, je vais vous le garder pour le prochain épisode. Ça va être une belle surprise. Très beau morceau. Je vais utiliser une clutch Barnett. Encore une fois, j'ai eu du très bon rendement dans le passé avec ce type d'embrayage-là. Donc, je vais utiliser encore cette clutch-là. Par la suite, j'ai reçu tous les boulons en acier inox 304 pour le moteur du CR en fait. Donc tous les boulons vont être flambant neufs et vont être en inox. Fait que ça va être très beau du côté esthétique. Ça va être très durable. Donc il n'y aura pas de rouille, il n'y aura pas d'oxydation. Donc pour la clutch Barnett qu'on va installer ensemble tantôt, je tiens à préciser, là, je l'ai préalablement ouvert pour faire l'inspection des morceaux d'ailleurs. Puis toutes les friction plates, il faut les faire baigner dans l'huile habituellement. Donc le manufacturier le spécifie toujours combien de temps qu'il faut faire baigner ça dans l'huile. Moi, j'aime ça le faire baigner plusieurs heures. Là. Ça fait pas de mal pantoute. Eux autres ici, ils spécifient de 1 à 3 minutes. Et ils spécifient le type d'huile aussi qu'ils veulent qu'on utilise pour le clutch. Bon, maintenant, le but, c'est de réinstaller mes straight cut gear sur mon nouveau basket de clutch Inson ici. Donc, j'ai fait l'inspection pour être sûr, comme j'ai dit, que tout soit parfait. Donc, je vais le réinstaller là-dessus. Inson fournit des instructions. Il spécifie également qu'ils veulent absolument qu'il y ait du Loctite rouge, du 272 sur les bottes, les boulons qu'il y a ici en arrière. Donc ça, c'est les spécifications du manufacturier qui vont être très important à respecter quand je vais faire l'assemblage avec les straight cut gear. Bon, dans le kit, il y a 2 kits de ressort pour la clutch. Donc, il y en a qui sont moins raides, il y en a qui sont plus raides, bien entendu. Les plus raides, c'est pour les moteurs qui vont développer beaucoup d'HP. Donc, étant donné que ce moteur-là va être modifié, c'est certain que je vais prendre les plus raides. La poignée va être plus dure, mais c'est pas grave. Je vais être certain que la clutch va pincer assez solide pour pouvoir mettre les HP à terre. Tiens, ça va ressembler à ça pour cet épisode-là. Donc,
En grande partie, la base est assemblée au complet. Les covers, ils vont être flambant neufs. Donc, en attendant, je vais remettre les vieux pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination qui rentre dans le moteur. Dans le prochain épisode, je vais mettre le stator, le rotor pour le stator PVL. Ensuite de ça, j'ai pas encore reçu mon cylindre de la part de Eric Gare. Fait que ça va être la prochaine étape de prendre les mesures et de pouvoir réinstaller ça. Si vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas de la partager. Je vous remercie beaucoup.